Merci à vous. Bonsoir. Malgré tous nos efforts collectifs et individuels, nous sommes toujours face à un risque élevé de rebond épidémique. La première vague au printemps a été très déstabilisatrice pour notre système de santé et aux conséquences économiques, sociales et humaines considérables et dramatiques. La deuxième vague, dont le pic a été franchi mi-novembre, est tout aussi complexe à gérer en raison de la circulation du virus dans toute l'Europe et sur l'ensemble du territoire métropolitain. Nous devons prendre en charge tous les patients non Covid et avons décidé de ne pas fermer les EHPAD pour ne pas isoler davantage nos aînés. Nous avons fait collectivement et individuellement de gros efforts. Fermeture d'établissements, couvre-feu, confinement, qui ont fait fortement reculer l'épidémie, avec une baisse de l'incidence et une baisse du nombre d'admissions de patients Covid-19 en milieu hospitalier et tout particulièrement de malades graves en réanimation. Depuis quelques jours, le niveau de contamination quotidienne ne baisse plus et reste particulièrement élevé chez les personnes âgées de plus de 75 ans. Nous sommes très attentifs aux conséquences sanitaires à moyen et long terme de la Covid, les conséquences pour la santé mentale, les formes longues de la Covid-19, les suites, les retards de prise en charge, mais aussi les déprogrammations d'actes médicaux et chirurgicaux. Cette situation est liée à l'intensité actuelle de la pandémie, observée dans tout l'hémisphère nord, la Corée du Sud, la Russie, les États-Unis, et notamment chez tous nos voisins européens, confrontés à la même situation et qui maintiennent ou renforcent les mesures de freinage. L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète de l'aggravation actuelle de la pandémie et de la situation en Europe, épicentre actuel de cette deuxième vague. La situation est jugée critique aux États-Unis, où l'on observe plus de 200 000 cas par jour, où plus de 100 000 malades sont actuellement hospitalisés, dont 20 000 en situation critique en réanimation, et où l'on déplore près de 3 000 morts par jour. Depuis le début de la crise, les États-Unis, le pays le plus touché dans le monde, compte près de 15 millions de cas et 285 000 décès. Les chiffres mondiaux sur l'épidémie sont impressionnants. 67 millions de cas, 4,3 millions de cas supplémentaires en une semaine, ce sont des chiffres à la hausse. Le nombre total de décès, vous le savez, a dépassé les 1,5 million, avec 77 000 décès supplémentaires en 7 jours, là aussi un chiffre à la hausse. Les pays d'Amérique du Sud connaissent également une deuxième vague de cas et de décès. On compte plus de 14 millions de cas sur l'ensemble du continent et plus de 350 000 décès. Le pays le plus durement touché de l'hémisphère sud reste le Brésil, qui connaît un pic de cas similaire à celui qu'il a connu pendant l'été, où il y a eu plus de 40 000 nouveaux cas par jour. En Afrique, la recrudescence de la circulation virale observée depuis début octobre se confirme. L'Afrique du Sud, le Kenya, l'Éthiopie, l'Ouganda rapportent le plus grand nombre de décès et représentent à eux seuls 81% des cas rapportés cette dernière semaine. L'Afrique du Nord poursuit aussi sa phase ascendante depuis maintenant 8 semaines. Et enfin, en Asie, plusieurs pays documentent une augmentation du nombre de cas cette semaine. L'Indonésie, 39% de hausse, le Japon, les Philippines, la Malaisie et la Corée du Sud, que je vous citais en introduction, 41% d'augmentation, une hausse record du nombre de nouveaux cas hebdomadaires depuis le début de cette pandémie. En Europe, la pression épidémique demeure élevée, ce qui implique un risque important de rebond en cette saison hivernale propice aux épidémies virales. La plupart des pays font face à de grandes difficultés à maintenir la deuxième vague sous contrôle. Le virus continue ainsi à circuler très activement chez nos voisins, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, en Allemagne, en Italie et en Espagne. Les chiffres européens sont aussi dans la même tendance haussière. 14 millions de cas en Europe, 1 million de cas supplémentaires en 7 jours. 350 000 décès, 29 000 décès supplémentaires en 7 jours, là encore, des chiffres à la hausse.
on dénombre plus de 5000 morts par jour sur le continent européen. L'Italie compte désormais une moyenne de 700 décès par jour, soit à peine moins que le pic atteint au printemps. La Belgique est aujourd'hui le pays qui compte le plus grand nombre de décès par habitant au monde, avec 1467 décès par million d'habitants. En France, la diminution du nombre de cas positifs, après une forte baisse, marque le pas depuis maintenant une semaine. Chaque jour, plus de 10 000 nouvelles personnes sont testées positives, contre 5 000 par semaine au cœur de l'été. Nous devons être vigilants devant cette évolution récente, mais nous sommes encore loin de l'objectif de passer sous la barre des 5 000 cas par jour. Notre stratégie s'adapte en temps réel et en continu à l'évolution de l'épidémie. Nous nous appuyons sur l'Agence Santé publique France pour adapter les indicateurs et prendre mieux en compte la surveillance de terrain, le déploiement de nouvelles techniques diagnostiques et les dernières connaissances scientifiques. C'est ce qui nous permet de disposer d'indicateurs toujours plus sensibles aux échelles les plus fines du territoire et ainsi de mieux suivre, mais surtout toujours mieux anticiper l'évolution de l'épidémie. Les tests antigéniques sont ainsi pris en compte chaque jour dans le décompte des nouveaux cas. Ils seront intégrés dès demain dans l'ensemble des indicateurs, taux d'incidence, taux de dépistage. Et vous le savez, ils sont de plus en plus utilisés. Cette stabilisation touche de façon presque uniforme l'ensemble du territoire métropolitain. 5 régions enregistrent encore une faible baisse, les Hauts-de-France, l'Île-de-France, la Nouvelle-Aquitaine, la Normandie et Provence-Alpes-Côte d'Azur. 6 ont une tendance en plateau, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val de Loire, Pays de Loire et Corse, et 2 observent une tendance légèrement ascendante, Grand Est et Occitanie. Le taux d'incidence demeure supérieur à 100, voire 150 dans de nombreux départements, tout particulièrement en Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes, et dans le Sud-Ouest. L'impact hospitalier de la Covid-19 reste majeur et la pression élevée en réanimation au-dessus des seuils d'alerte, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes et en Bourgogne-Franche-Comté. La baisse des admissions s'est aussi ralentie, en particulier en Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Aujourd'hui, 26 365 malades de la Covid sont hospitalisés, dont 3 198 en réanimation. Nous avons ainsi 3 411 cas de plus de Covid en France en 24 heures. Nous sommes aujourd'hui dans une phase d'analyse. Nous devons mieux observer l'évolution dans les prochains jours. Le virus va continuer à circuler activement au cours des prochains mois. Pourquoi ? La saison hivernale sera très difficile. En effet, nous vivons davantage à l'intérieur. Les conditions d'humidité, de température font de l'hiver la saison idéale pour la propagation des virus à transmission respiratoire. Les fêtes de fin d'année font craindre que des contaminations importantes intrafamiliales aient lieu, comme cela a été observé lors des fêtes de Thanksgiving au Canada puis aux États-Unis. Et donc je passe un message très clair de prévention, de prudence, un appel au bon sens et à la protection renforcée des personnes les plus fragiles, de nos proches, de nos aînés. La vaccination représente un espoir majeur, mais elle ne produira ses effets que dans de nombreux mois, car une proportion importante de la population doit être immunisée. Il faudra du temps pour arriver à un contrôle de l'épidémie, alors que les conditions de propagation du virus persistent. L'histoire de l'humanité et des maladies infectieuses nous a démontré que l'isolement des personnes contagieuses, la vaccination et le respect de l'ensemble des mesures d'hygiène restent les interventions qui ont sauvé le plus de vies dans le passé et qu'elles risquent de le rester encore pour longtemps. Je vous remercie. Bonjour Monsieur Salomon, Florian Tardif pour CNews Canal+. Une première question justement sur la situation sanitaire. Estimez-vous que l'objectif des 5000 cas de contamination par jour peut être atteint d'ici le 15 décembre? Sinon, estimez-vous qu'il serait raisonnable de ne pas lever l'ensemble des mesures définies, prévues pour cette seconde phase
du déconfinement. Et deuxième point, vous avez parlé des fêtes de Thanksgiving aux États-Unis, des fêtes donc de fin d'année. Estimez-vous qu'il faudrait maintenir des restrictions pour ces deux fêtes, le 24 décembre et le 31 décembre, lorsque l'on sait que le président de la République a parlé de ne pas mettre de couvre-feu pour ces deux dates-là, précisément. Merci beaucoup. Alors déjà, pour préciser, c'est important que les difficultés sont rencontrées par l'ensemble des pays de l'hémisphère nord. Je vous ai cité la Corée, la Russie et les États-Unis, c'est un peu loin, mais c'est le cas de nos voisins européens. Nous faisons tous face à une épidémie très active qui bénéficie de conditions très favorables. Et donc, on est plus sur un adversaire redoutable en ce moment que des modifications de comportement des Français qui se sont très bien comportés. Je tiens à vous le dire, puisque la baisse en France a été une des baisses les plus fortes observées en Europe. En ce qui concerne l'objectif des 5000 contaminations, il est difficile de prévoir l'évolution, mais si les conditions actuelles se poursuivent, il sera effectivement très difficile d'atteindre cet objectif. Ce qui est important à retenir, c'est que nous avons fait de très gros efforts et nous pouvons remercier l'ensemble des Français pour ces efforts collectifs et ces efforts individuels. On peut observer aussi que nos voisins qui sont aussi touchés, voire plus touchés que nous, sont évidemment très préoccupés, qu'ils maintiennent ou qu'ils renforcent les mesures de freinage. Les mesures qui seront prises en temps utile, avec l'ensemble des éléments disponibles. Je vous ai dit que nous étions dans une phase d'analyse, donc nous allons continuer à observer très finement les prochains jours, en particulier avec l'ensemble des indicateurs en notre possession, et je vous ai parlé de l'intégration des tests antigéniques qui sont de plus en plus utilisés. Les Français respectent les mesures barrières, c'est important de le rappeler. En ce qui concerne les fêtes, nous verrons à ce moment, au moment voulu, quels sont les messages à passer, mais les Français ont bien compris qu'on faisait appel à leur bon sens, qu'ils auront besoin de poursuivre la mobilisation collective et individuelle, d'être attentifs dans les lieux et au cours des activités les plus à risque, que l'on connaît bien maintenant, les activités où on est nombreux, où on est dans une seule pièce, où on est dans une pièce où il y a beaucoup de monde et où l'atmosphère n'est pas forcément aérée, où l'on reste longtemps, où on prend des risques parce qu'on supprime les mesures barrières, où il y a des repas. Donc tout ça a été maintenant bien expliqué, mais on est effectivement maintenant très attentif à l'évolution des prochains jours pour confirmer ou non cette tendance. On est tous dans un combat identique, qui est ce combat européen contre cette deuxième vague qui s'impose, on voit bien, pour des raisons, on va dire, essentiellement météorologiques, et on adaptera nos préconisations au bon sens des Français qui ont déjà parfaitement compris l'importance du respect des mesures individuelles et collectives. Bonjour, Marion-Jeanne Lefebvre, journaliste pour l'APM. J'ai une question sur les vaccinations à venir. Une campagne est prévue dans les EHPAD. Quand exactement auront lieu les premières vaccinations? Qui sera vacciné en priorité? Comment les établissements privés pourront-ils se fournir en vaccins? J'ai une autre question concernant les supercongélateurs. Est-ce qu'on est assez équipé? Et sinon, demandez-vous aux établissements de s'équiper? Alors, vous savez que c'est une démarche européenne, puisque la France fait partie d'un consortium européen qui a négocié sur les vaccins. Donc, nous avons une démarche totalement intégrée avec nos collègues européens. La Haute Autorité de Santé a défini une stratégie et elle en a fait part publiquement. Et donc, nous avons désormais un monsieur vaccin qui est le professeur Alain Fischer, qui va s'exprimer très régulièrement devant vous et qui mène une démarche très importante de concertation avec l'ensemble des professionnels de santé, avec l'ensemble des institutions médico-sociales. Vous l'avez dit, les EHPAD font partie de la priorité numéro 1 qui a été définie par la Haute Autorité de Santé pour des raisons évidentes, qui sont que les personnes âgées, notamment très âgées, sont les plus à risque de développer des formes graves, que la vie en collectivité est aussi un facteur de risque de développer des formes graves, et que donc tout ça est tout à fait légitime en termes de priorité. Et donc l'organisation est en place, la logistique est en place, la date dépendra de beaucoup d'étapes qui ne sont pas encore franchies, l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché, et puis ensuite la livraison par les laboratoires sur l'ensemble de l'Europe des vaccins. Et donc à partir du moment où ces conditions seront remplies, nous débuterons dans des conditions absolues de transparence, de sécurité et d'information cette campagne qui va prendre plusieurs mois, comme vous le savez, puisqu'il y a plusieurs étapes dans la vaccination au fur et à mesure que les vaccins seront rendus disponibles par les laboratoires et que nous élargirons les cibles des populations à vacciner. Charlotte Casanova pour TF1 LCI.
comme on l'a entendu, vous aurez probablement du mal à atteindre les objectifs de chiffres. Est-ce que vous pensez que le calendrier du déconfinement va être différent finalement? Est-ce qu'il y a des choses qui vont être changées? Est-ce qu'on peut être déconfiné partiellement? Est-ce que le 15 décembre, on pourra vraiment aller au cinéma? Est-ce que les 20 km vont être modifiés aussi? Voilà. Tout dépendra de l'évolution dans les prochains jours. Je vous ai dit qu'on était dans une première phase de diagnostic. Vous avez vu qu'on a eu une très forte baisse. Il faut quand même le partager avec l'ensemble des Français. C'est les efforts des Français qui ont payé. Maintenant, on n'est pas du tout devant un relâchement. C'est important puisqu'on voit bien que les Français font très attention. On est devant une vague puissante qui profite des conditions qui sévissent actuellement en Europe. On le voit, tous nos voisins sont dans la même situation, donc il n'y a pas de spécificité. La vraie question, c'est quelle sera la situation dans les prochains jours? Est-ce que c'est un plateau qui s'installe? Est-ce que c'est une baisse qui va redémarrer? On a connu ces modifications fréquentes depuis maintenant quelques mois et des surprises fréquentes liées au comportement du virus lui-même. Et donc, on avisera, comme on l'a toujours fait, en fonction de l'évolution, pour savoir si nos mesures sont adaptées ou pas, si nous devons prendre de nouvelles mesures, comme certains le font chez nos voisins européens, si nous devons maintenir un certain nombre de mesures, en fonction, là encore, de la situation locale et de la situation des activités à risque. Les Français ont bien compris quelles étaient les activités à risque, ils les ont parfaitement intégrées. Et donc, on voit bien que certaines activités à risque, celles qui ont été fermées notamment depuis longtemps, sont des activités que l'on souhaite maintenir sous contrôle pour des raisons évidentes, parce qu'on voit bien aujourd'hui que les mesures barrières sont connues, mais qu'il y a des moments où on supprime ces mesures barrières pour des raisons logiques, mais où on prend plus de risques. Et ces moments de contamination sont désormais de mieux en mieux décrits, notamment en France. Bonsoir, Margot Subra-Gomez pour France Télévisions. Est-ce que vous avez une idée de l'impact que pourrait avoir l'intégration des tests antigéniques dès demain sur l'effet des nouveaux chiffres qu'on aura? Alors, vous savez qu'on vous donne déjà les tests antigéniques, les résultats des tests antigéniques dans le nombre de nouveaux cas. Donc, vous avez déjà une idée d'abord de la réussite de ces tests antigéniques que les Français utilisent de plus en plus parce qu'ils sont accessibles, parce qu'ils sont disponibles, et c'est une très bonne chose. On peut se féliciter de la réussite de ces tests antigéniques et de la mobilisation de l'ensemble des professionnels de santé, les laboratoires bien sûr avec les tests PCR qui continuent à être faits en nombre, mais aussi l'ensemble des professionnels de santé qui fournissent aux Français cette occasion de se tester, en rappelant ce message important qui est qu'il faut continuer à se tester au moindre doute. Et donc nous aurons une petite modification notamment du taux d'incidence ou du taux de dépistage qui est lié au poids du test antigénique par rapport au test PCR actuellement réalisé. Vous voyez que ce n'est pas encore équivalent, mais que le test antigénique, notamment au cours des week-ends, sont de plus en plus réalisés. Et c'est tant mieux, puisque l'idée est que les Français continuent à se faire tester au moindre doute. C'est une part autour de 20%, on verra en fonction des endroits, puisque évidemment la part des tests antigéniques est variable selon les lieux. Mais c'est à peu près ce qu'on observe actuellement en termes de ratio entre le nombre de tests PCR qui vous indique chaque jour le nombre de nouveaux cas et le nombre de tests antigéniques qui est aussi associé à ce chiffre. Merci, nous avons compris que vous préparez les esprits très certainement à un déconfinement différent que celui qu'annoncé. Une question néanmoins donc pour mon confrère de l'agence Associated Press, John Lester. Pouvez-vous fournir un résumé du nombre de chirurgies déprogrammées depuis la crise et le nombre actuel de patients en attente de chirurgie déprogrammée depuis mars dernier? C'est une question extrêmement vaste. Évidemment, nous sommes attentifs à l'analyse de cet impact. D'abord, pour vous dire qu'il y a eu plusieurs périodes. Vous savez que la première vague a été marquée par une forte déprogrammation, puisque nous avions déclenché le plan blanc sur l'ensemble des établissements hospitaliers et que nous avons arrêté l'ensemble des activités médicales et chirurgicales lourdes. Cette activité a été étudiée, c'est une activité qui a été réduite, en particulier à l'hôpital, en particulier dans l'activité chirurgicale lourde et médicale un peu moins. L'activité de greffe, par exemple, puisque l'agence de biomédecine la surveille de très près, a baissé de 27%. Le nombre d'hospitalisations pour intervention chirurgicale a baissé aussi dans les centres de cancérologie. En deuxième vague, on a été très attentif à beaucoup moins impacter les pathologies chroniques, à être très attentif à la prise en charge de l'ensemble des malades, notamment non-Covid. C'est pour ça qu'on a garanti que tous les patients atteints d'un cancer, suivis pour une maladie chronique, en attente de greffe, prise en charge pour des enjeux de santé mentale, étaient pris en charge dans les meilleures conditions. On a favorisé aussi l'hospitalisation à domicile, les sorties précoces, le télésuivi des patients. Donc la deuxième vague sera probablement très différente en termes d'impact, ce d'autant qu'on a laissé les établissements s'organiser sur le terrain avec leurs professionnels, avec leurs patients et leurs filières,
Donc on voit qu'aujourd'hui, certains établissements ont recommencé à reprogrammer. Donc ils ont de nouveau une activité médicale, chirurgicale, ambulatoire, avec des activités non urgentes. Et vous savez qu'on a été très attentif à ne supprimer, à ne déprogrammer aucune activité, aucune intervention qui aurait entraîné une perte de chance pour le malade, donc qui aurait mis en danger éventuellement ce patient s'il n'avait pas été pris en charge. Donc le bilan de première vague est assez disponible, le bilan de la deuxième vague étant encore en cours, sera disponible dans quelques semaines, mais on peut déjà dire que la prise en charge globale des patients non Covid s'est beaucoup mieux déroulée au cours de cette deuxième vague. On a été très attentifs justement en lien avec les patients et leurs médecins à leur proposer au mieux un suivi dans leur établissement de référence. Charlotte Casanova, TF1 LCI à nouveau. À propos des chiffres, est-ce qu'ils vous inquiètent? Est-ce que l'évolution vous inquiète, l'évolution de ces chiffres? Est-ce que vous avez réfléchi à un autre moyen de les faire descendre plus vite? Et enfin, est-ce que vous avez une projection d'ici le 15 décembre? Alors, est-ce que ces chiffres sont inquiétants? Oui, parce que ce ne sont pas des chiffres, ce sont des personnes qui se contaminent. Et donc, savoir qu'on a 11 000 personnes qui se contaminent chaque jour, c'est vraiment très important. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous visons 5 000, ce n'est pas parce que c'est 5 000, c'est parce que ces 5 000 correspondent exactement à un taux d'incidence de 50. Et vous vous rappelez que ce taux d'incidence de 50 sur 7 jours, il correspond à une zone de circulation active et donc à quelque chose qui est vraiment tout à fait significatif, que les Français ont parfaitement compris. Donc ce ne sont pas des chiffres, ce sont des personnes qui se contaminent, qui potentiellement contaminent leur entourage, qui potentiellement, s'ils ont des facteurs de risque, peuvent être hospitalisés. Donc ce sont des situations préoccupantes. Et c'est d'autant plus préoccupant, et ça nécessite vraiment toute notre attention et toute notre vigilance, que nous sommes à 11 000 cas par jour, alors que nous étions à 5 000 cas par semaine en plein été, dans une période très favorable aux activités extérieures, au fait qu'on était à distance, que les gens pouvaient se disperser. Aujourd'hui, on est vraiment dans une situation, et je ne parle pas spécialement de la Covid, je parle des virus à transmission respiratoire. Là, on a une vraie expérience en France depuis des décennies de ce qui se passe avec le VRS, avec la grippe, et donc avec ces transmissions classiques. C'est la période la plus à risque maintenant, d'une part parce que c'est l'hiver, parce que les virus à transmission respiratoire sont vraiment à diffusion rapide dans cette ambiance hivernale, mais aussi parce que nous avons encore une épidémie intense de Covid, avec une immunité en population qui est faible, qui reste faible, même si elle augmente, et une immunité liée au vaccin qui ne sera obtenue que dans plusieurs mois. Donc c'est pour ça que je suis extrêmement vigilant et que je passe un message de grande prudence aux Français, mais qui sont vraiment très respectueux des mesures barrières. Donc on est vraiment dans une période particulière. Ce n'est pas le comportement des Français qui a changé, c'est la période qui s'ouvre, qui est une période à haut risque. Ceci était la dernière question. Merci. Merci beaucoup.